Salut à tous et bienvenue dans Retour vers le début, le podcast qui raconte les débuts de celles et ceux qui font le cinéma français. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir une enfant du cinéma qui a fait plein de petits, tellement elle a marqué toutes les générations avec ses films avant-gardistes. 3 hommes et un couffin, La Crise, La Belle Verte, Romuald et Juliette, Pourquoi pas et plein d'autres. Bonjour Colline Serrault. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Alors moi j'adore les débuts des gens, c'est tout l'intérêt de ce podcast, c'est de savoir d'où viennent les gens. Est-ce qu'ils ont eu une chance incroyable? Est-ce qu'ils ont fait la rencontre qui a changé leur vie? Est-ce que depuis tout petit ils avaient une passion, ils se battent pour ça? Est-ce que ce sont des enfants de la balle? Alors vous, on peut dire que vous êtes une enfant de la balle, puisque vous êtes née de parents qui sont dans le milieu, Jean-Marie et Geneviève Serrault. Papa metteur en scène, maman comédienne, auteur, beaucoup de talent. Votre père dessine aussi. Et d'ailleurs, alors je tiens à préciser parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui me demandent d'où vient cette expression enfant de la balle. Et donc ça vient du XVIIIe siècle où en réalité les privilégiés pouvaient faire participer au jeu de paume qui est l'ancêtre du tennis. Et donc le jeu de paume, le tennis, donc leurs enfants, on les appelait les enfants de la balle. Voilà, c'est de là que ça vient. Oui. Alors, Colline Serrault, quelle est votre enfance à vous? Alors, moi, j'ai besoin de savoir l'enfant que vous étiez et quels étaient vos rêves de petite fille et dans quel genre de famille vous êtes née. Vous l'avez dit. Oui, mais est-ce que c'est des parents qui vous poussaient à faire ça? Est-ce qu'ils étaient présents? Non, ils étaient très... de toute façon, on baignait dans les bouquins, dans la littérature, dans le théâtre, ça, c'est sûr. Moi, j'étais aussi... quelqu'un de très curieux, toute petite déjà. Je pense que vers 5-6 ans, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et donc, je crois que c'était mon père ou ma mère. Ouais. Non, mon père, je crois. Et je lui ai dit, c'est quoi le plus difficile? Il m'a dit, c'est peut-être philosophe. J'ai dit, je serais philosophe. Ah, vous aimiez le challenge déjà toute petite. C'était déjà, c'était, je pense, pas seulement par vanité, mais juste pour essayer d'aller au plus loin dans la connaissance, dans l'ouverture, j'étais une assoiffée, quoi. Ouais. Et donc je bouquinais énormément, et en plus, comme ma mère était littéraire et auteur, j'avais tous les matins une pile de livres dans lesquels je pouvais piquer, et je lisais énormément, mais très très jeune, quoi. Et après, pour moi, tout était bien dans ce que je lisais, et je me disais, tout le monde doit lire ça. Mais en fait, c'était elle qui avait un goût d'acier. Ah, vous lisiez des livres particuliers. J'ai lu les grands chefs-d'œuvre de la littérature internationale, quoi. Elle avait un goût incroyable. Donc, j'étais baignée là-dedans. J'allais tout le temps au cinéma, j'allais tout le temps au théâtre. Vous étiez fille unique? Ah non, des 3. 3. Oui. Et alors, vous situez où? Moi, je suis la numéro 2. Numéro 2, il paraît que c'est le plus difficile. C'est peut-être pour ça que ça m'a... ça vous a boosté. Et l'aîné, alors, combien d'écart? Il y avait 4 ans. 4 ans. Oui. Et pareil, le goût pour la lecture, est-ce que c'est quelque chose de famille ou c'est quelque chose que vous avez cultivé, vous, Colline Serrault? Ah non, c'était de famille. Ouais. Mais lui, il était pendant la guerre, donc il a eu d'autres soucis. Et puis j'ai été beaucoup élevée aussi dans cette école, dans la Drôme, qui s'appelait l'école de Beauvallon. Oui, tout à fait. Qui est une école familiale, d'ailleurs. Oui, un peu. Beaucoup de la famille, oui. Qui nous a tous beaucoup formés, marqués, parce que c'était des méthodes d'éducation nouvelles, avec un rapport très très étroit avec la nature. Puisqu'il n'y avait pas de limite, on était dans la garrigue, on était dans la montagne. Et il y avait vraiment une liberté. Et puis surtout, ce qui était très beau dans cette école, par rapport à ce qui se passe maintenant dans l'éducation, c'est que on cherchait chez les gens ce pourquoi ils étaient doués. Oui. On cherchait là où ils auraient du succès. Et à partir du succès, on construisait autre chose. Enfin, on pouvait tirer les fils pour apprendre autre chose, etc. Mais jamais mettre les gens dans une situation d'échec. Vous diriez que c'est l'ancêtre de l'école Montessori, un peu de maintenant? Il y a eu Montessori, il y a eu... oui, elle était formidable, Montessori, mais il y a eu Rudolf Steiner, Piaget, Claparède, tous les grands pédagogues de l'époque, dans les années 30, ont vraiment réfléchi à à 2 nouvelles méthodes d'éducation qui ont imprégné certaines écoles, mais pas toutes, quoi. Et ça libère la créativité, vous pensez, ce genre d'éducation? C'est-à-dire que ça libère surtout le don de chacun. Le don, ouais.
parce qu'on est tous doués pour quelque chose. Bien sûr. Il y a pas de... Et c'est pas l'art qui est le plus important dans la vie. L'art, c'est bien, ça fait partie de la vie, mais ce qui est important, c'est que les gens soient heureux dans ce qu'ils font. Ah, ça, c'est... Et donc, il y a des gens, ils sont des très grands, je sais pas, chauffeurs de taxi qui vous rendent heureux. Il y a des gens qui sont des artisans. Il y a des gens qui sont organisateurs. Il y a des gens qui sont... Ils sont nés... Enfin, on a tous un truc, on a tous une fibre. Une fonction dans cette société. Et vous, petite fille, donc vous étiez douée. Pourquoi ? Parce que vous vouliez donc devenir philosophe, mais... C'est-à-dire, je réfléchissais déjà pas mal. Ouais. Mais quand j'arrivais dans l'école, tout de suite, je réunissais une bande de copains et on montait une pièce. Tout de suite. Tout de suite. Oui. Très jeune. 7-8 ans. Enfin, oui. Ah oui, donc vous aviez déjà... J'écrivais déjà beaucoup. J'ai des journaux de l'époque. Ah ouais, que vous avez regardé ? Oui, que j'ai retranscrit même. Oui. Mais alors, donc, vous n'étiez pas découragé par vos parents qui vous disaient ne faites surtout pas ce métier, nous on a galéré, non, au contraire. Quand je suis plus tard, parce que j'ai commencé par être musicienne. C'était quand même ça ma passion. Ouais, vous avez fait le conservatoire. Oui, mais pas dans les instruments. En instrument, j'étais tout à fait moyenne, même médiocre, je dirais. Ah oui. Oui, je faisais du piano, de la guitare classique, puis après je fais de l'orgue. J'ai une vraie passion pour l'orgue, mais j'étais pas du tout virtuose et puis parce qu'il y avait trop de choses qui m'intéressaient. Si vous voulez devenir vraiment virtuose dans un instrument, c'est 7-8 heures par jour quand vous êtes gosse. Hein. Oui, il faut être staccanoviste. C'était pas ça mon truc, mais j'adorais ça, j'adorais la musique, donc je suis rentré au conservatoire, en histoire de l'art et en histoire de la musique et esthétique. Oui. Mais, et puis, je fais l'harmonie, j'étais à la Schola Cantorum dans la classe d'orgue de Jean Langlais, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que d'abord, c'était une passion, l'orgue, à cause de Bach. Ouais. Mais je ne pouvais pas rester derrière sur un banc dans une église toute ma vie. Quoi. Pas à rien faire, non. Oui, je veux dire, à écouter la musique. Mais non, à la faire, mais même à la faire, c'était trop solitaire. Donc, et puis j'avais, je sais pas, je pense que j'étais quelqu'un qui devait diriger des équipes, quoi. C'était évident, quoi. Oui. Déjà, toute jeune, vous avez senti... Et puis je devais jouer, je devais écrire, enfin, c'était le cinéma, parce que le cinéma rassemblait tout ça. Ouais. Oui, c'est ça. Donc très vite, très vite, non, mais j'ai bifurqué je suis rentré dans une école de théâtre d'État, d'ailleurs, la rue Blanche sur Concours, que j'ai eu vraiment ric-rac, parce que j'étais pas du tout dans le moule, quoi. Et les gens se demandaient, c'est quoi cet ovni, quoi. Et puis finalement, heureusement, il y a eu un type formidable, mon premier prof merveilleux qui a dit si je la prends celle-là parce que je pense qu'elle doit être comique. Ah oui, c'est vrai. Vous savez cette... Oui, il me l'a dit après. Et je suis rentrée à la rue Blanche. Et ça veut dire quoi, pas être dans le moule alors ? Vous étiez une sorte de bout en train ? Parce que j'étais très très jolie à l'époque. Et je dis ça. Vous l'êtes toujours, vous êtes toujours une très belle femme. Mais c'est vrai. Mais et donc on me prenait pour une jeune première, mais moi j'étais une comique. Ouais. Et puis alors on me faisait jouer Elvire. Des trucs trop classiques. Non, mais surtout la fille qui se plaint tout le temps, tout ça, c'était pas mon truc, quoi. Ouais. Et puis j'avais pas le physique d'une soubrette non plus. Enfin, j'étais complètement à côté. Et puis surtout, je parlais droit, ce qu'on appelle. Ouais. Et mon prof, il adorait ça. Je parlais droit, je parlais juste. Ouais. C'est-à-dire, je faisais pas des trucs comme ça, des effets d'acteur. Ça me rasait, ça. Donc, je me souviens, je suis rentré avec une scène de Musset. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Mais fermez cette porte, quoi. Bah oui. Je disais. Alors qu'il fallait dire, mais fermez cette porte. Quoi. Ah oui. Fallait avoir un truc 16e arrondissement que j'avais pas. Et surtout que je voulais pas avoir. Bien sûr. Vous vouliez votre identité propre. Oui, à moi. Puis surtout, j'avais un sens comique, quoi. Ouais. Et ça, il l'a détecté tout de suite, mon prof. Ah, donc on le remercie parce que... Ouais, il était génial. D'ailleurs, vous étiez stagiaire à la Comédie Française aussi. Oui, parce que c'était 1968, après. Ouais. Alors là, on a fait la Révolution au Centre. Et moi, j'ai été nommée présidente du comité d'action. Je me suis même pas présentée. Je ne sais pas pourquoi ils ont tous voté pour moi. C'est pas vrai, ça, c'est génial, comme les délégués de classe qui sont élus malgré eux. J'étais pas du tout... alors évidemment, après, quand ça s'est tassé en juin, j'étais la première à être virée. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Et puis, mais entre-temps, j'avais quand même réussi
à trouver des ça besoin de fric, comme tout le monde. Bah ouais. Donc j'ai beaucoup été stagiaire au français, et on a fait des beaux voyages avec le français. On a été en Russie, on a été en Lettonie, on a été en Égypte, en Géorgie. C'est là que j'ai commencé à entendre la musique géorgienne, que j'ai adoré, quoi. Et moi, j'étais tout le temps fourré au musée. Quand on était ça s'appelait Leningrad. Ouais. Ils jouaient aux fléchettes dans les centres d'hôtel, les gars de la Comédie Française. Ils étaient vraiment, ils se bourraient la tête. Hein. Et moi, j'étais à l'Ermitage. Et j'ai adoré tous ces voyages, tout ça. Et puis quand je suis rentrée, j'ai été virée du français. Non, pas du français, mais de la rue Blanche. Ah oui, de l'école de théâtre, oui, alors. Et puis la musique, et je suis rentrée... là, j'ai commencé à bosser, quoi. Ouais. Voilà. Mais j'ai commencé à écrire très vite, très très vite. Et vous trouvez que c'est un gage de qualité quand on voit le nom d'un acteur avec écrit de la Comédie Française? Ah ben non, pas du tout. Ah ouais. Il y en a peu qui sont bien, franchement. Hein. Il y a eu Catherine Salvière qui était géniale. Il y a eu... il y en a eu quelques-uns bien. J'en ai employé quelques-uns dans mes films que j'ai trouvé vraiment merveilleux. Ouais. Mais ils se prennent pour, je sais pas quoi, un melon, quoi. Ah, ils ont le melon, puis ils ont des habitudes de parler faux. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Alors que le jeu, c'est justement d'être juste. C'est-à-dire que là, maintenant, si vous voulez, dans cette génération-là, on est dans un truc très... où dans les films et tout ça, on ne supporte plus cette espèce de diction... de surjeu, presque, en fait. De surjeu, tout ça, c'est... Et puis surtout de se la péter, quoi. Puis c'est très patriarcal, hein, là-bas, c'est... Oula. Alors justement, vous avez toujours été, moi je trouve, mais on va revenir dessus. Je peux vous dire un truc, c'est qu'Éric Ruff, qui est le directeur là, il y a eu un colloque sur mon père, parce que mon père était quand même un grand metteur en scène. Bien sûr. Il est entré dans la salle. Je suis très contente si on peut le mettre dans le podcast. Bien sûr, je ne coupe rien. Il a dit, je ne sais pas qui c'est, je n'ai jamais entendu parler. Mais non. Je ne sais pas quelle haine il avait pour Jean-Marie, qui a fait 3 mises en scène magnifiques en français. Oui, bien sûr. Et je me suis dit, ce monsieur se qualifie lui-même. Exactement. Bien dit. C'est comme quand le type va approcher Chirac et lui dit connard, et il répond enchanté, Jacques Chirac. Jacques Chirac. C'est vrai, vous avez raison. Éric Ruff s'est qualifié lui-même. Voilà, parfait, bien répondu, exactement. Et oui, donc j'allais dire, on parle de vous en tant qu'actrice, mais vous l'avez dit, vous étiez très très jeune comme une capitaine de bateau déjà très vite, à rassembler les gens, etc. Ça a toujours été, j'ai très tôt fondé une chorale avec ma prof d'orgue. Petite bronchite. Hein. Mais c'était pas, comment dire, c'est le goût. J'ai jamais eu le goût du pouvoir. Je m'en fous complètement. Et sorti de l'action qu'on a artistique ou d'un tournage, à 7h30, je suis plus personne et je suis ravie d'être plus personne. J'ai pas du tout le goût du pouvoir. Par contre, je sais diriger une équipe, je sais embarquer des gens pour un projet qui me dépasse aussi, qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'on fait les choses pour les gens. On les fait pour les gens, pour quelque chose on essaye de faire un truc beau pour les autres. Et ça j'ai une espèce de... Oui, quand j'ai ça en tête, je peux être vraiment un bulldozer. Je veux dire, il y a... Et puis, les gens, si je les veux dans mon projet, je essaie de les séduire. Et puis, quand ils viennent dans le projet, je les aime vraiment. Et oui. Le temps du projet, je les aime vraiment. Vraiment inconditionnellement. Mais d'ailleurs, comment vous arrivez à convaincre, par exemple, votre tout premier film? Comment vous avez réussi à convaincre les gens de s'embarquer avec vous? Ça a été difficile, parce que là, le premier film, c'était « Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?» Oui. « Mais qu'est-ce qu'elles veulent ?» Vraiment, je suis approchée des télévisions, des trucs ça, parce que mon projet, c'était de faire parler des gens pas connus, des femmes, de prendre n'importe quelle femme et se dire « Je peux faire un film avec ça. » Parce que tout le monde est important, tout le monde est intéressant. Bien sûr. Et pas que les gens connus. Et je me suis heurtée à des murs partout, on me disait... Ils prenaient des gens connus tout de même. Oui. Alimi et tout ça, c'est intéressant. Mais non. Je veux dire, elle était très bien, Alimi. Moi, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais faire. Donc je suis allée voir Antoinette Fouque, qui a été merveilleuse. Antoinette Fouque, elle avait été stagiaire pour son CAPES dans une classe où j'étais. Donc pendant quelques mois, elle l'a vu. Elle m'a vu, et moi j'étais au fond de la classe, très très sage.
avec un livre. Je lisais à peu près 2 livres par jour. Je lisais très vite, oui. Et je n'écoutais strictement rien de ce qui se passait, mais je me cultivais. Vous lisiez, oui. Donc toujours un petit peu en marge. En marge, mais très très respectueuse. Je ne faisais pas de chahut. Oui, bien sûr. J'étais en opposition, mais calme. Oui. Et même pas en opposition d'ailleurs, mais ce qui m'intéressait c'était la littérature, bien sûr, bouquiner, d'apprendre. Donc elle avait vu, elle m'avait repéré que j'étais un peu spéciale, et elle connaissait bien sûr ma mère, mon père, elle connaît. Et donc un jour je suis allée la voir, et puis en plus, je suis allée la voir avec mon petit bout de papier, j'ai un tout petit bout de papier en disant voilà, je veux faire un film sur les femmes, sur quelle société avec juste une idée. Une idée. D'accord. Et je veux pas de gens connus, je lui ai dit, et j'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que personne d'autre voulait m'aider. Et elle m'a dit, reviens dans 2 jours. Et 2 jours après, elle m'a donné une enveloppe avec des sous. C'est pas vrai? Ouais, en liquide, incroyable. Beaucoup de sous. Et je suis allée, moi, depuis chez elle, direct au laboratoire Éclair. Ouais. J'ai acheté pour cette somme de sous 2 pellicules. Parce que pour nous, c'était ça, la richesse. Bien sûr. sûr. Il n'y avait rien comme... Évidemment. Si on n'avait pas de pellicule, on n'avait rien. C'est incroyable ce que vous dites. Elle vous a fait confiance sur une idée, sur un bout de papier. Peut-être qu'elle me connaissait de cette classe, je ne sais pas. Ouais. C'était quelqu'un de très généreux et de très... Elle a dû comprendre que je vous aviez des choses à dire pour les femmes et pas pour moi. Bien sûr. Et ensuite, il y a eu d'autres gens formidables qui m'ont aidé. Il y a eu Jean-François Robin qui a fait l'image, qui a prêté aussi. Copra Film qui a prêté la caméra. Ouais. Ah oui, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Oui, et puis après, moi, j'ai fait le son avec un petit Nagra qu'on m'a prêté aussi. Ouais. Après, il y a eu Doyon. Bon, je sais qu'il y a des polémiques en ce moment. Enfin, quand même, il m'a prêté sa salle de montage pendant 8 mois. Waouh. Il y a eu Sophie Tatichev, la fille de Tati, qui a monté une partie du film. Joël H, qui a aussi monté ensuite, et qui ont travaillé des mois sans être payés, tous ces gens-là. Donc, parce qu'on y croyait, parce qu'on était jeunes, parce qu'on commençait le cinéma, tous. Bien sûr. Et ces gens-là m'ont énormément aidé. Et puis et puis en parallèle de ça, j'avais déjà écrit Pourquoi pas. Et je passais mon deuxième film, et je passais à l'avance sur recette, et chaque fois j'ai été blackboulée, parce que ça parlait d'homosexualité, il n'était pas question qu'on en parle. Bien sûr, même d'une histoire d'amour à 3, un peu, ce qui était... Quand je dis que vous êtes avant-gardiste, alors que c'est incroyable. Et en plus, pour moi, c'était pas un modèle qu'il fallait imiter, c'était la liberté d'aimer des gens pour leur âme et pour ce qu'ils peuvent vous apporter dans une vie compliquée. Et c'est ça un couple en fait. Bien sûr. C'est un truc où on arrive à être les béquilles les uns des autres et on est heureux ensemble. Voilà. C'est ça que je décrivais, cette liberté-là. Bon, je me suis fait blackbouler. À un moment, j'ai eu 7 heures prêtes, parce que je faisais les 2 projets en même temps. Ouais. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'elles veulent. Ouais. Et pourquoi pas. Et je leur ai montré à l'avance sur recette 1 heure. Une copie noir et blanc, complètement avec des collures, enfin, j'avais pas le fric du tout pour faire en 16 mm, alors que c'était en couleur, il y avait quand même une belle lumière, tout ça, mais bon. Ouais. Et ils ont été tellement scotchés que finalement, et puis il y a, comment il s'appelle, c'était l'ancien mari de celle qui jouait dans Jeux Interdits. Il a été super, c'était un écrivain aussi. Il jouait dans Les Chats de Weingarten. Oh, j'oublie toujours. Enfin bref, il s'est levé en pleine avance sur recette et il a dit, si vous donnez pas l'avance à ce film-là, moi je démissionne, et je dis pourquoi. C'est pas vrai. Il a été vachement bien. Et c'est courageux. Courageux. Ah ouais. Alors là, ils ont vu 1 heure du film, mais qu'est-ce qu'elles veulent, et là ils me l'ont donné. Ce qui fait que là, j'ai pu faire le film, quoique difficilement, avec des tas d'emmerdes, oui, comme tous les premiers projets surtout. Et puis après, c'est sorti, et là vraiment, ça a eu beaucoup de succès. Et oui. Et donc, c'est le démarrage quand même. Les 2 films sont restés 6 mois à Paris. Il y a eu beaucoup de prix pour Pourquoi pas. À Valladolid, à San Francisco. Enfin, voilà, ça démarrait, quoi. Et oui, alors avant de continuer toute cette aventure, moi, je reviens un petit peu en arrière. Parce que quand vous avez 13 ans, votre père vous offre votre premier appareil photo, un Nikon en argentique. Et est-ce que c'est à partir de là que vous vous êtes dit, l'image, j'aime, et je veux être derrière une caméra, parce que comme vous dites, vous étiez en école de théâtre, donc aussi comédienne. Oui. Pas à 13 ans. Non, mais parce que mon père, il fallait beaucoup de photos, mais c'était un super dessinateur, il était architecte. Ouais. Et son père à lui était directeur des Beaux-Arts de Poitiers. Donc on avait déjà une bonne forte base de culture. Culture picturale. Et mes 2 tantes étaient peintres, de l'autre côté, du côté de ma mère. Ouais. Donc on était tous dans l'image. De toute façon, la peinture, on vivait dedans. Enfin, on avait tous les Skira, les bouquins.
on était une famille, mais très très cultivée, très pauvre. Mais très cultivée. C'était votre richesse, cultivée, oui. En réalité. Ah oui, là, oui. Ils étaient vraiment des princes, là. Ouais. Surtout avec beaucoup, beaucoup de goût. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'entraient pas la vulgarité et la mousse d'une époque. C'était toujours profondément des trucs qui ont duré, quoi. Ouais. Et pour ça, je les remercie, parce qu'ils ont été... Voilà, donc là, on parlait de quoi, là Donc, vous vous familiarisez avec le Nikon, de toute façon, un appareil photo. j'avais toujours été... très, très jeune, j'allais au cinéma beaucoup, très influencé par Chaplin. Parce qu'aussi, on avait... À l'école de Beauvallon, on voyait beaucoup de films de Chaplin. On voyait tout le temps des films de Chaplin. Et donc, voilà. Et puis, j'ai commencé à faire des photos, à les développer. Mais ça, c'est plus tard, un peu plus tard. Et vous faites du cirque à ce moment-là aussi? Non, le cirque, c'est beaucoup plus tard. C'est quand Fratellini a ouvert son école, je devais avoir 25 ans. Oui, donc c'était après l'école de théâtre. Peut-être un peu avant, je sais plus. Parce que quand j'ai fait l'école de théâtre, je prenais des cours de danse avec mon père aussi, dans la même, à Pigalle, dans les studios Constant. Et là, il m'avait dit, tu devrais faire un peu d'acrobatie. Et on avait commencé l'acrobatie. L'acrobatie, c'était bien, mais c'était pas mon truc. Ouais. Vous, c'était le trapèze, oui, non? Le trapèze, c'était, oui. Et donc, mais enfin, j'étais liée à tout ça, l'image, le corps, l'acteur. Oui, c'est ça. C'est l'écriture. Entre 13 et 25 ans, vous avez vraiment touché à tout. Plus la littérature, plus la philosophie, parce que je lisais Freud beaucoup. On était très découverte de Freud à la maison. Ça discutait tous les repas, on parlait de tout ça. Et puis, il y avait aussi le marxisme, tous les grands les piliers de Einstein, et puis la cosmologie. Enfin, c'était une famille vraiment très... Ça discutait de tout ça, quoi. Des peintres, pourquoi, qui, comment, est-ce que t'aimes Klee, est-ce que Kandinsky, pourquoi, et les grands classiques, et puis voilà, même si on n'avait pas les sous pour aller faire toutes les musées d'Italie, on avait les bouquins, en tout cas. Ouais. Et à quel moment la petite fille qui a dit « je serai philosophe » se dit tiens, je vais faire autre chose? Je suis rentrée à la rue... j'ai fait le conservatoire, puis après je suis rentrée à la rue Blanche, parce que vraiment ça me convenait pas. Puis après j'ai été éjectée, et là j'ai commencé à écrire. Parce que moi, le cinéma aussi, c'était une passion. Depuis le départ. Ouais, depuis le départ. Oui, j'étais au Champollion, enfin tous les films qui sortaient, mais tous les classiques aussi, je les ai vus beaucoup au cinéma. Parce qu'il n'y avait pas, il faut se dire qu'il n'y avait pas de cassette à ce moment-là. Hein. Donc il y avait la Cinémathèque et et le quartier latin, quoi. C'était pas très loin de chez moi. Donc... Et est-ce qu'il y a un film où un acteur ou une actrice vous êtes dit ça me parle, c'est ce truc-là qui a été l'élément déclencheur, ou non, c'est un... Non. Non, il y a Chaplin qui a toujours été qui a marqué énormément. Et Lubitsch, je dois dire. D'accord. Lubitsch, le sens du tragique et du comique en même temps, le sens de la réplique, la rapidité avec laquelle ça va. Et cette drôlerie d'ailleurs. Et l'humour. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, cette drôlerie qui émane de vous, parce que franchement, dans quasiment tous vos films, on pourra en reparler, mais il y a des répliques cultissime. D'où ça vient, cet ADN d'humour? Je pense que même mon père était très drôle, ma mère, elle pouvait l'être aussi. Ouais. Je pense que j'avais un talent comique, quoi. Mais c'est surtout aussi peut-être par l'oreille, parce que j'ai beaucoup... les dialogues, pour moi, c'était quelque chose de très, très naturel, quoi. J'écoutais beaucoup les gens. Et par exemple, je parle plusieurs langues sans aucun accent. J'ai une espèce d'oreille comme ça, c'est musical, qui fait que j'écoutais les gens, je les regardais, et de ça est venue une espèce de facilité à reproduire. Oui, d'ailleurs. Leurs accents, comment ils parlent, quoi. D'ailleurs, je sais que pour vous, le rythme d'une phrase est très importante. La musicalité fait l'humour de la phrase. Oui. Donc, je sais que quand vous tournez, vous tenez à ce que les comédiens travaillent cette musicalité. Vous travaillez beaucoup avec eux en amont des tournages. Oui, on répète 4-5 semaines, 4 heures par jour. Oui. Mais comme on fait au théâtre. Oui, bien sûr. Alors il y a tout de suite. Moi, je suis pas sûr que ce soit la seule méthode. Il y a des très très bonnes autres méthodes. Le cinéma est un art du prototype. Donc il y a d'autres gens qui font autrement. Il y a toujours qui mettent les gens dans une situation et qui improvisent. Ça peut être très très beau aussi.
Moi, c'est pas comme ça que je travaille. Moi, je travaille vraiment dans la dentelle. C'est-à-dire que c'est... D'abord, mes répliques, je les passe 36 fois au gueuloir. Enfin, je veux dire, je les passe. Je les repasse, je les joue jusqu'à ce que ça... que je sente que le rythme y est, qu'il y a le bon et le bain, le bon, le mot avec tant de syllabes. C'est instinctif, hein, c'est pas quelque chose qui... Mais ça se travaille. Et à un moment, vous trouvez le truc et alors, ce qui est formidable aussi, c'est que moi, j'ai tout le temps joué au théâtre. Toute ma vie. Sûr. Et là, on apprend. Ce qu'on apprend en une soirée, au cinéma, vous l'apprenez en 3 ans. Ah oui. Donc ça va beaucoup plus vite au théâtre. Au théâtre, c'est pour ça que tous les grands étaient des gens de cabaret. Chaplin, le premier, bien sûr. Des gens de scène. Bien sûr. Parce que ce que vous apprenez tous les soirs dans vos échecs aussi. Tiens, cette réplique n'est pas passée. Pourquoi j'essaye comme ça? Demain, j'essaye comme ça. Donc, comme moi, j'ai joué pratiquement 30 ans tous les soirs, j'ai eu des centaines de fois où j'ai pu me remettre le métier sur le métier, quoi. Bien sûr. Le travail sur le métier, donc c'est pour ça. D'ailleurs, vous diriez que c'est une plus-value pour un réalisateur d'être aussi comédien. Il faut jouer. Comment voulez-vous diriger les acteurs? Ouais. Mais il y a beaucoup de metteurs en scène qui ne sont pas comédiens. Ouais, mais quand ils ont été bien formés dans des écoles, dans beaucoup d'écoles en Europe, tout ça, ils passent, quand ils ont fait des écoles, moi j'ai pas fait d'école de cinéma, mais moi j'ai fait mes armes au théâtre, mais ils passent une année à être acteur d'abord, hein, c'est le premier tronc commun, c'est d'être acteur. Et des fois j'interviens dans des écoles de cinéma et, en direction d'acteur, je me dis mais jouez quoi. Ouais. Jouez, faites-vous diriger les uns par les autres, et vous verrez bien comment c'est compliqué de dire à un acteur quelque chose et d'avoir quelque chose à lui dire. Déjà, il y en a qui n'ont rien à leur dire. Non, c'est vrai. Alors, donc, je reviens à ce petit bout de papier qui vous a donné l'occasion de faire votre premier film. Est-ce que vous avez dit à vos parents, je me lance dans une carrière cinématographique, je veux être réalisatrice et je vais tout donner pour y arriver? Non, on n'est jamais fait comme ça. Non. D'abord, je me lance pas, je suis pas une balle. Ouais. Non, je fais les trucs. J'adore. Non, mais c'est cette espèce d'expression de coup, je me lance. Je me lance, oui. Je tente ma chance. Non, je tente pas ma chance, je travaille. Je veux faire ça et je vais le faire. Quoi. Et oui, vous vous donnez tous les moyens pour y arriver. J'essaye, oui. Ouais, et puis des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Mais non, puis j'ai pas fait de grande annonce. J'ai dit à mon père, si je lui ai dit que je voulais être actrice, et ça lui a vraiment pas plu. Parce que non, il pensait que j'étais quand même largement assez doué pour faire autre chose, quoi. Ah. Il n'avait pas un énorme respect pour les acteurs. Bon, en même temps, il était acteur. Oui, bien sûr. Et puis il les a dirigés. Je sais pas, il pensait que je devais être plutôt une intello ou j'en sais rien. Ce qui n'empêche pas. Et c'est ce que j'allais dire, l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, il l'a prouvé. Bah oui. Mais bon, je sais pas, ça devait l'inquiéter, j'en sais rien. Ouais. Et puis ma mère, alors elle était merveilleuse parce qu'elle a toujours été très ouverte à tout. C'était quelqu'un d'extrêmement ouvert et intelligent, quoi. Puis non, mais après ils sont tous morts, hein, ils sont morts très très jeunes, donc ils n'ont même pas vu mes premiers films. Hein. Ah ouais, bah non. Comment on avance comme ça alors quand on fait son premier film et qui on a envie de rendre fier, vous-même, j'imagine, pour le premier ou... C'est pas une question de fierté. Moi, j'avais une espèce de ligne très très, comment dire, mais ça vient de l'intérieur. On peut pas tellement dire que c'est pas des décisions extérieures, ça vient de la création. Ouais. C'est des trucs qui vous poussent tellement fort que il y a rien qui résiste, quoi. C'est des forces, quoi. Et moi, il n'y avait pas moyen que je fasse pas des films, quoi. C'est tout. Ou que j'écrive pas. Et je faisais tout en même temps. Je faisais des gosses. Je veux dire, c'est une espèce de flow comme ça. Puis je faisais du trapèze. J'étais à l'école du cirque. Mais oui. La musique, je continuais. Je confondais des chorales, des trucs. Donc vous avez créé la charge mentale, Colline Serrault. C'est quoi la charge mentale? C'est ça, c'est une femme qui est à la fois maman, qui fait 1000 choses en même temps et qui donc a beaucoup de choses à penser, mais ne cesse d'avancer. Oui, et puis je me posais pas la question comme ça. C'est-à-dire, c'est maintenant que je me dis, oh là là, mais j'ai dû être fatiguée à des moments. Bah oui, quand même. Parce que moi, je suis déjà un peu plus fatiguée, mais non, mais on se lève le matin et il y a une espèce de... Probablement que ça vient de l'angoisse, j'en sais rien de... Si on peut faire la psychanalyse de ça aussi, hein, mais si je crée pas,
je veux dire, je m'embête, quoi. Ouais. Et au fond, je n'ai fait que m'amuser, quoi, avec des difficultés, des obstacles, beaucoup, mais une espèce de telle force qui me poussait, quoi. Et donc, vous l'avez dit, pour votre premier film, pas de sous, difficile. Bon, vous avez eu cette chance de rencontrer cette femme qui vous a mis... Ah oui, Antoinette, elle est géniale. Elle est géniale. Les deux premiers, vous les faites en même temps, vous y mettez tout le cœur à l'ouvrage. Succès. Comment ça se passe pour le troisième, alors ? Ah le troisième, j'avais déjà écrit, tout de suite, j'avais des tas d'idées. C'était... Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? C'était le film sur... le tournage d'un film publicitaire complètement raté et révolutionnaire. En fait, c'était une allégorie de la révolution. Ce qui va peut-être devenir tout à fait d'avant-garde, d'ailleurs. Non, mais comme tous vos films. Non, mais vraiment, je vous assure. Là, je l'ai fait en 81, celui-là, mais à mon avis, ça va peut-être... Mais bien sûr. Mais je vous assure que là, je vous dis, j'ai revu récemment La Crise. Alors, pour lequel vous avez eu le César du meilleur scénario. Pas un seul dialogue, on ne peut changer. Il est d'actualité encore, alors qu'il est sorti en début 90. Il est d'actualité. Pareil, La Belle Verte, vous évoquez quand même des sujets sur l'écologie. On en parlait hors antenne tout à l'heure. La pollution, tout ça. On n'en parlait pas beaucoup à l'époque. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration pour être autant avant-garde ? Là, c'est le travail, hein. Ouais. Ah oui. Mais vous ressentez les choses de la société avec autant d'avance ? C'est avec de l'analyse, hein, ça se fait pas comme ça. Bon, j'ai peut-être un instinct, effectivement, j'ai peut-être une espèce d'antenne comme ça, mais moi, j'aime pas trop quand on parle de ça, parce que tout de suite, on vous dit « Ah, c'est l'instinct féminin ». Non. L'intuition féminine, c'est l'instinct Colline Serrault. Je sais pas, mais en tout cas, je lis énormément, je lis beaucoup beaucoup de trucs sur la politique. Ouais. Je suis très politisée, j'appartiens à aucun parti. Mais comme votre père. Hein ? Comme votre père. Oui, comme ma mère aussi. Oui, votre maman, mais on a une forte culture politique. On lit les essais, on lit les philosophes, on lit les économistes. Tout évidemment, les fondements du marxisme, parce que c'est quand même des outils d'analyse, même si on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé après, qui sont remarquables. Et tous les grands penseurs, quoi. Et puis, toujours se tenir au courant de ce qui se passe, pourquoi, comment, quelles sont les racines, ou la géopolitique, tout ça. Et moi, les faits de société, comment se déplacent les choses, comment la famille a fini par s'écrouler au profit d'une autre genre de famille, comment tout ça, moi je le voyais venir. Et puis surtout, l'analyse profonde de comment est fondée notre société. Notre société n'est pas capitaliste financière. Vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez. Elle est patriarcale, notre société. Encore. Hein. Mais c'est encore pas que beaucoup trop. C'est que ça va être. C'est le fondement, c'est la base. La base de cette société, c'est quelque chose m'appartient et je peux le détruire. Alors que votre premier film, déjà le tout premier. C'est ce que je si dis. Vous le revoyez, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à changer. Non, mais c'est pas... oui. Mais comme je dis, pour tous vos films. Parce que mais là, ça change maintenant. La problématique est différente. Quand j'ai fait Mais qu'est-ce qu'elles veulent, il fallait vraiment que les femmes se regroupent entre elles et comprennent concrètement, en se parlant, que leurs problèmes n'étaient pas des problèmes personnels. Oui, ce qu'on appelle la sororité aujourd'hui. De société. Et maintenant, l'enjeu est vachement important, c'est que maintenant plein d'hommes se rendent compte de tout ce qu'ils perdent à continuer à adhérer à cette société qui les rend fous, malades, et surtout qui tue la terre, c'est-à-dire l'utérus, c'est-à-dire nous. Bien sûr, et les eux, femmes. Donc, parce que c'est là qu'on se nourrit. Bien sûr. Et on est les enfants d'une terre et d'une mère, d'abord. On n'est pas les enfants d'un père, c'est d'abord la mère. Et ça, c'est extrêmement important. Alors que toute la culture est fondée sur l'idolâtrie du Père, à commencer par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, mais franchement, à quoi ça ressemble ? Ouais, c'est vrai. Parce que nous, on est où, là ? Alors moi, je dis au nom de la mère... On n'est pas autour de la table, en tout cas. Au nom de la mère, de la fille et du ventre des femmes. Oui, là, moi, je veux bien. La Sainte Trinité, c'est ça. Et alors, justement, comme vous faites que des
Enfin, je veux dire, vous avez des films qui racontent tous quelque chose de la société, mais il y a de l'humour partout. Vous pensez, Colline Serrault, que les messages passent mieux quand on en rit? Je ne fais pas exprès de faire de l'humour. Ouais, c'est vous, c'est-à-dire que quand les gens me font rire, ils sont tellement pathétiques. C'est le côté pathétique qui est drôle de la société et des gens. Et puis les gens, mais je les regarde avec énormément d'amour et de bienveillance. Bien sûr, ça se sent d'ailleurs dans les films. Je les juge pas, parce que moi je suis pas juge. Ouais. Les policiers, les juges, c'est leur travail de juger, mais moi, je suis une artiste, donc je regarde et en voyant leurs tares, je vois les miennes. D'abord. Oui. Je veux dire, je m'identifie totalement à leurs tares. Ouais. Et je vois bien que moi aussi, je dois dérailler à un certain moment, et donc tout ça. Je veux dire, il y a aussi une certaine dérision, autodérision et dérision, mais et en même temps, on dénonce quand même des choses. C'est une arme tellement fatale, létale. Et ça, franchement, c'est Chaplin et Lubitsch et puis Some Like It Hot, par exemple. Ça aussi, il y a des très grands films qui m'ont marqué sur ce plan-là. La qualité, la classe. Quoi. Bien sûr, ouais. La qualité d'humour, la classe. Et pas l'humour ploum-ploum. Oui, c'est pas de l'humour burlesque, truculent, c'est de l'humour fin. Quoi. C'est de l'humour fin et c'est de l'humour qui durera toujours. Ouais, c'est vrai. Comme vos films, ça ne prend pas une ride. Non, mais c'est vrai. Spécialement. Et d'ailleurs, on parlera du dernier dans quelques instants, mais comme vous avez tellement de choses à dire, à quel moment vous vous dites ça va être le sujet de mon prochain film? La crise, par exemple. Comment ça vous est venu, la crise? Ou 3 hommes et un couffin. Justement, c'est marrant parce que c'était les deux qui sont venus en même temps. Ouais. J'étais dans la Drôme, dans une ferme ancienne, magnifique, au milieu des montagnes. Et puis tout d'un coup, j'ai un rêve. Ouais. J'ai 2 rêves la même nuit. C'est une nuit assez fructueuse quand même. Ouais. Merci, ce genre de nuit. Vous aviez bu un petit coup avant ou pas pour savoir ce que je dois faire? Vous buvez pas d'alcool? Jamais, non. Ma drogue, c'est Bach. C'est Bach. J'ai jamais eu besoin d'autre drogue, moi. Bon, merci Bach. Hein. Donc, non, 2 rêves. Donc, 2 rêves, je rêve d'un type qui perd son boulot et sa femme le même jour. Ouais. Et je vois une image de 3 hommes en train de chanter, penchés sur un berceau. Et voilà, c'était très fort ces 2 images. Ouais. Donc le matin, j'avais ma petite que j'allaitais encore, mon bébé, et puis j'avais mon grand qui était là et je lui dis, puis lui il a vraiment du flair aussi, celui-là. Et je lui dis, Samuel, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je dois faire? Regarde, j'ai ces 2 rêves. Oh, il me dit, ils sont chouettes, les 2 histoires, elles sont chouettes, j'ai envie de les connaître. Mais je trouve que l'histoire des 3 mecs sur le berceau, j'adore. Ah, ok. Donc je suis parti, j'ai écrit ça. En premier. Ouais, mais vous gardez l'autre dans un coin de votre tête. Vous l'écrivez dans un carnet. Quand on a 2, c'était fort. Hein, bien sûr. Ah bah ouais. Donc oui, et puis c'était après. J'ai fait d'autres trucs entre-temps. Ben non, après les 3 hommes, c'était la crise, non? Ben oui, c'était la crise, ouais, la crise. Puis la belle Romuald. Romuald et Juliette, ouais. Oui. Je sais plus trop bien. Enfin, mais en tout cas, 2 rêves de succès. Oui. 2 gros succès. C'était bien, oui. Et puis, vous ne lâchez rien, parce qu'encore pareil, 3 hommes et un couffin, vous avez eu du mal à le monter. Oh là là. C'était compliqué. Personne ne voulait le faire. Alors que vous avez fait des succès avant. Non, pas tellement. Non, parce que disons que les 2 premiers ont tenu longtemps, oui, mais quand même. Ils ont rapporté des sous, mais pas à moi en tout cas. Ouais, c'est ça. J'ai été volé de tous les côtés avec ces trucs-là, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Bah, c'est les débuts. Hein. Oui, c'est ça. On se fait toujours avoir dans les débuts. Hein. Mais après, non, pour 3 hommes et un couffin, personne ne me connaissait, tout le monde s'en foutait de moi. Puis surtout, d'ailleurs, avec raison, parce que bon, j'avais pas fait grand-chose non plus, j'avais 3 films, mais c'est surtout que. Ce qui était terrifiant, c'est que tout le monde dit qu'est-ce que ça va intéresser un truc sur un bébé. Je veux dire, le manque de flair des gens. Ouais, mais c'est sûr. C'est ça. Et c'est ça qui. Non seulement, bon, on se dit ils étaient cons, mais c'est surtout que ça fait de la peine. Bah ouais, c'est désespérant. Parce qu'on se dit, c'est quand même c'est encore comme ça maintenant, ils ne voient pas les trucs venir, ils ne voient rien. Ouais. Ils ne voient rien. Et le public voit, lui. Et oui, parce que. Et 3 acteurs qui ont vu aussi, parce que vous avez eu beaucoup de refus. Il n'y a eu que 3 acteurs qui ont voulu le faire. Voilà, les 3 qui sont dedans. Sur la liste totale de tous les acteurs français. Parce qu'ils avaient peur que ça leur ôte quelque chose de viril, non? C'est ça, hein? Ah oui. Ceux qu'on refusait, je veux dire. Un bébé, qu'est-ce que ça va intéresser? Puis de toute façon, on va plus pouvoir séduire les meufs.
c'est Si on ça s'occupe d'un bébé, c'est non, mais dingue. on était c'était encore la préhistoire, quoi. Bah N'importe quoi. Enfin, Ouais. Alors que un des plus gros succès du cinéma français, qui a été 12 millions d'entrées. Puis c'est surtout que, c'est beaucoup plus que 12 millions parce que c'est tous les repassages à la télé. Bien chaque sûr. fois, ça cartonne. Eh oui. C'est tout l'international. L'international. Oui. Donc, en même temps, ce que je dis toujours, c'est je suis très heureuse de ce succès, mais je l'ai toujours voulu, ce succès. Bien sûr, et vous avez tout fait pour. Tout pour tous mes films. Bah oui. Et comment dire, je n'ai pas cette espèce de fausse modestie qui dit oh non, mais moi je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Je fais les trucs pas pour le fric et la gloire, mais parce que je veux que les gens voient ce que je fais et je ne veux pas me tromper. Je voudrais les toucher. Bien sûr. Voilà, et vous ne bridez pas vos idées au profit de Non, personnes qui n'y croient pas. Vous ne dites Oui. pas, bah non, ok, alors si vous n'y croyez pas, non, vous allez au bout des choses. Ouais, c'est pas toujours facile, mais oui. Ouais. Donc, 3 hommes et un couffin, vous diriez que c'est votre premier grand succès? Oui. Ouais. Donc après, donc il y a eu la crise. La crise, comme je vous le dis, hein, c'est pareil, c'est tellement avant-garde. C'est aujourd'hui, c'est un constat de notre société qu'on pourrait vraiment ressortir aujourd'hui. C'est marrant parce qu'il y a suivant l'état de la société, les scènes cultes oscillent. Ah oui, elle se déplace. Bon, celle de Maria Paco, elle ne bouge pas. Elle n'a pas bougé, mais maintenant il y a eu beaucoup celle de l'immigration avec Tim Seed. Ouais. Où je leur avais fait la fiche complète. Ouais. De l'immigration, des errements du PC, des errements des socialistes qui ont un discours mais qui sont totalement totalement à côté de leur discours. Le végétarisme des enfants de la famille. Alors là, j'avais déjà commencé avec l'écologie, quoi. Bah ouais. Et puis après, il y a eu la scène de Zabou. De Zabou, l'indépendance de la femme. Qui dit maintenant, non, reste chez toi. Moi, j'ai une bibliothèque, j'ai plein de bouquins. Je veux pas de toi avec tes affaires, avec ton vélo et tes raquettes de tennis, non. Si je veux péter sous ma couette, je le fais tranquillement. Tranquille, j'ai pas besoin de me gêner pour toi, parce que c'est moi qui paye le loyer. Et d'ailleurs, quand vous écrivez ces scènes, Colline, vous vous dites, est-ce que vous avez ce sentiment de se dire ce sera une réplique culte ou ça ne vous appartient pas? C'est pas comme ça que je... Non, on le sait sentiment. Pas. Ouais. Non, puis on s'en fout de ça. Ouais. On est dans un truc, on est sûr que c'est juste. Qu'il faut écrire ça. Ouais. Par contre, ça oui. Ouais. Dans La Belle Verte, j'étais sûre. Et j'étais déjà au moment du tournage tellement combattue. C'était franchement, le directeur de production, paix à son âme, il m'a prise pour une dingue. Ah bon? Oui. Dans La Belle Verte, vous dites? Ah oui, ouais. Oui. Il pensait tous que j'avais vraiment fumé la moquette. Je non, vous fumez pas, vous buvez pas. Non. Oui, parce que et d'ailleurs, vous jouez le rôle principal dans La Belle Verte. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait passer ça, c'est pas compliqué. De toute façon, je suis actrice, hein, oui, bah oui. Été actrice. Mais c'est parce que je me suis dit, ça va être un gros tournage. J'avais 2 caméras, en 35 encore, hein, des équipes très on est encore en pellicule à ce moment-là. Et un film très cher, très lourd. Je voulais un format grand. Une usine à gaz. Ouais. Je me suis dit, si je dois encore me cogner une actrice qui va faire la star, je vais m'embêter, ça va me prendre du temps. Ouais. Tandis que avec moi, je sais qu'il n'y aura pas de caprice de l'actrice principale. Oui, vu que c'est vous. faudrait que ça roule. Ouais. Donc, c'est vraiment principalement pour ça. Parce que je me suis dit, toi, tu peux le faire. De toute façon, c'est pas un rôle non plus... Comment dire? C'est pas un film à rôle. Ouais. C'est un film à scène. Ouais. C'est pas un truc à la gloire d'un acteur ou d'une actrice. C'est un film à message, oui, donc c'est un film sociétal. Donc au fond, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, ça n'avait pas. Moi personnellement, j'avais pas d'ego là-dessus. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui fait que le film aussi passe, parce que c'est pas l'histoire de quelqu'un qui se prend pour une star. Ouais, bien sûr. Moi, je me prenais pour rien du tout. Ouais. Donc finalement, c'était le bon choix. Et c'est surtout que j'ai eu la paix. Ah oui. Avec l'actrice principale, bien sûr. Qui ne m'a pas embêtée. Bah oui. Alors vous aviez Marion Cotillard dans le film, mais qui n'était pas encore connue. Oui, mais ça, alors là, c'est ma spécialité aussi. Hein. Ça aussi, j'ai fait que des vedettes, moi. Bah oui, ouais. Alors après, mais elle n'était pas connue avant. Bah non. C'était son premier film. Lindon, ouais. Vincent, c'est pareil. Vincent Lindon, Michel Larocque, Zabou Bretman, Isabelle Carré, Bretman. Enfin, Zabou, elle avait un peu tourné, mais il n'y avait rien de trop. Ouais. Mais il y en a plein où c'était leur premier rôle. Ouais. Donc c'est ça, comment vous moi, c'est pas compliqué, ce flair, c'est-à-dire que moi je suis comédienne et je l'ai fait
je fais des castings très très poussés, puis j'en ai rien à faire du bankable ou pas. Ouais, c'est ça. Si ça joue droit, on y va. S'ils parlent juste, qu'ils parlent bien et qu'ils sont émouvants et qu'ils sont vrais, je les prends. Ok. Oui. Et puis s'ils veulent aussi. Ouais, bien sûr. Parce qu'on faut sentir la passion. Ouais. Il faut quand même que... Et ça, je l'ai découvert plus tard. Parce que j'avais peut-être encore un peu trop d'ego sur sur la direction, comme ça. On se choisit l'un l'autre dans un film. Et c'est comme tout, on ne sait pas à quel moment qui choisit qui, mais si on n'a pas une vraie passion d'un acteur pour un rôle, il ne faut pas le prendre. D'accord. Si c'est un truc juste qui fait comme ça, parce que c'est des sous, ou parce que c'est Dieu sait quoi, non. Non, il faut vraiment que l'acteur ait vraiment envie, qu'il soit connu, pas, c'est pas... Et ça rajoute à son talent. Bien sûr. Et alors, César du meilleur scénario, qu'est-ce qu'on ressent quand on le reçoit ? Je suis pas tellement touchée par les honneurs. C'est vrai, vous me le donnez alors ? Si vous voulez, non, je plaisante. Je sais même plus où ils sont. C'est vrai ? Je crois qu'on me les a piqués, j'en sais rien. C'est pas vrai ? Oui, c'est vrai ? Je sais plus. Non, je sais pas. Mais ils étaient très lourds. Je sais pas où est-ce qu'on les a mis. Je les retrouve plus. Ah ouais ? J'avais des tas de Molière aussi. Il me semble que peut-être qu'ils ont été... J'ai été cambriolée 2 fois. Peut-être ils sont pas... J'en sais rien. Ah ouais. Oh bon. Mais pour moi, c'est pas... C'est pas important pour vous. Mais la reconnaissance du métier j'étais très touchée. Attention. Bah oui. Je suis pas indifférente. Hein. Non, parce que ça fait partie de la... Comment dire la récompense de votre travail aussi, quand même. De tout ce que vous mettez en œuvre pour... ça fait du bien, quand même. Mais des fois, quand on voit... Oui, quand on voit les autres Césars, c'est ça ? Ok, on ne dira rien. On s'arrêtera là. Non, mais les récompenses... C'est comme les médailles, ces machins, tout ça. Il ne faut pas les demander, mais il ne faut pas les refuser. Les honneurs qu'on veut bien vous attribuer sont précieux, respectables, et sont une bénédiction parce que ça vous donne quand même de la confiance et ça vous permet de voir que vous existez dans votre milieu. C'est vraiment important. Bien sûr. Mais moi, je ne les ai jamais cherché à demander ou quoi, puis après, je passe à autre chose, quoi. Oui. Ouais. Bon, alors là, j'arrive, donc on connaît toute votre carrière. Moi, ce que j'aime, c'est les débuts, mais là, c'est qu'est-ce qui vous a... Est-ce que c'est un rêve qui vous a inspiré le prochain film sur lequel vous êtes en prépa ? Vous êtes en prépa ? Vous tournez l'été prochain ? Oui, enfin, on est en financement, là. Financement. Oui. C'est la partie la plus compliquée, non ? Finalement. Oui, c'est pas moi qui m'en occupe. Hein. Moi, j'ai fait le scénar, mais il est vraiment bien, le scénar. Maintenant. Qui s'appelle Tempête, la tempête. Pluriel. Pluriel, Tempête. Je pense que là, je sais qu'il y a déjà au moins 3 scènes. Ouais. Qui vont déboîter. Qui vont être cultes. Ah ouais. Ah oui, ça c'est sûr. C'est dans le... Il y a 3 tirades là. Là, c'est sûr que ça va être... C'est un film dans le style de la crise, avec plusieurs histoires. Ouais, avec de maintenant. Ouais. Avec un personnage qui est féminin, cette fois-ci, qu'on suit. Ouais. Et une grande histoire d'amour aussi. Et ce que j'ai pas fait dans les autres films. Hein. J'ai jamais fait tellement d'histoires d'amour. C'est vrai. Et parce que, franchement, je trouvais ça bateau. Et... Mais là, c'est une belle histoire d'amour qui est très improbable et qui arrive quand même. Et puis, c'est une espèce de voyage dans la société où tout va traviole, quoi. Mais avec beaucoup, beaucoup d'humour et avec des dénonciations qui sont saignantes. Mais... Ah, j'ai trop hâte. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire, celui-ci ? Beaucoup de temps, parce qu'il n'était pas bien parti. Il était... c'est marrant, celui-là, il était... La Belle Verte, ça a quand même mis 4 ans. Hein. Ah ouais, 4 ans d'écriture. Ça peut mettre 4 ans. Mais Romuald et Juliette, 70 pages en une nuit. C'est très compliqué. On ne sait pas comment les choses sortent. J'ai adoré ce film aussi. Oui, c'est ça. Donc celui-ci... Alors celui-ci, il a été long et poussif. Puis surtout, j'avais, je pense, d'autres intérêts à ce moment-là. Ouais. J'avais fait beaucoup de films, j'avais... Puis la force ou... Non, si, oh là là, la force, Non, j'avais envie de jouer, j'ai fait mon spectacle, j'ai fait beaucoup de concerts, j'ai beaucoup dessiné, peint, vécu, voyagé, vu des trucs. Enfin, j'étais dans une autre création. Ouais. Et puis là, maintenant, il est chouette, le scénario, il est formidable. Là. Donc là, je pense qu'il faut que ça tourne vite. Ouais. Ah ouais. Mais bon, il faut trouver... Il faut que ça se... Le casting est prêt. Non, il n'y a pas de casting. Pas encore. Pas pour le casting. Moi. Ah oui. Non, et pour le financement, c'est pas plus simple encore aujourd'hui. On va voir, on va faire tout ça en même temps. On va voir. Mais de toute façon, moi, alors là, je les laisse de toute façon...
Votre travail est fait, quoi. Enfin, d'écriture en tout cas, parce qu'il reste la réelle. La mise en scène, c'est pas de la tarte, hein, mais. Et d'ailleurs, le passage de la pellicule au numérique, ça. J'ai adoré. Vous avez adoré? Et j'ai fait Caro est le premier film qui est sorti en numérique en France. Ah ouais. Oui. Ok. Oui. Là, j'ai tout de suite compris que ça serait vraiment l'écriture de demain. Et en plus, nous, ils ont même rien vu quand c'est sorti. Ah ouais. Parce qu'on l'a gonflé en 35. Ouais. Parce qu'il n'y avait encore pas de projecteur numérique. Ouais. Donc personne n'a vu. Et ça a donné un style à ce film qui est exactement ce que je voulais, quoi. Une espèce d'urgence, une facilité de mouvement. On avait une petite caméra, on n'était même pas en HD, hein. On était en DV. Et ça a été. C'était la découverte de cette facilité. Puis surtout, pour le travail des acteurs, c'était génial parce que on peut prendre tout. On n'a plus cette espèce de panique de la courbe de pellicule. Bien sûr. Bah oui. Donc. Et puis même la légèreté du matériel, la lumière, qu'il fallait traiter autrement, qui est très belle aussi. Et puis le changement de... Il n'y a plus les contraintes de l'optique, qui sont très belles aussi, hein, mais on a d'autres contraintes. Moi, j'ai adoré tout de suite cette écriture, ouais, vraiment. Et j'étais soulagée. Et puis le montage. Bah oui. Il faut avoir monté La Belle Verte une fois dans sa vie, avec des milliards de chutes et des milliards de chutiers, pour se rendre compte... Du temps de gagner. De ce que c'est que enrouler, dérouler, porter des boîtes, machin. Enfin, comment c'est merveilleux de monter en numérique. Alors, ce qu'il y a de bien dans le fait qu'on ait fait tant de films en 35, nous, quand même, c'est qu'on a la vraie technique de prévoir vraiment les choses. Ouais. Les autres, ils arrivent sur le plateau, ils essayent des bricoles. Ils sont pas préparés comme nous et ils ont pas la technique du montage qu'on a. Bon, voilà, mais c'est la jeunesse, ils font autrement. Vous d'ailleurs, est-ce que vous avez, si quelqu'un aujourd'hui d'une vingtaine d'années veut faire le métier que vous faites, réalisateur, scénariste, est-ce que vous avez un conseil à lui donner ou à leur donner? D'abord qu'ils écrivent un bon scénar, qu'ils sachent écrire des dialogues, qu'ils soient pas pénibles et chiants et qu'ils sonnent juste, et puis surtout qu'ils jouent. Ouais. Après qu'ils aillent voir. Moi, avec un chef opérateur, quand je travaille avec un chef, je commence par aller au Louvre, déjà. Ah ouais? Pour voir ce que c'est qu'un cadre, ce que c'est qu'une lumière que j'aime, et qu'on se mette d'accord. Parce qu'un cadre, c'est d'abord un tableau, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, ça bouge, mais... Déjà qu'on ait la Vos même références, base vous les culturelle, faites. quoi. D'accord, ok. À partir de tableaux. Le tableau, oui, des grands maîtres, et puis même des choses modernes, c'est pas la question. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même ça, la base, quoi. Ouais. Après, il faut savoir écrire quand même, hein. Parce que c'est quand même les 3 premières qualités d'un film, c'est premièrement le scénario, deuxièmement le scénario, troisièmement le scénario. Ouais. Et avoir quelque chose à raconter. Bah oui. La base. Mais oui. D'accord, Colline. Alors, j'ai 2 dernières questions. La première, c'est quels sont pour vous les 3 films incontournables qui ont marqué votre vie et ou que vous conseilleriez à des gens en disant faut surtout pas passer à côté de ces 3 films-là? Chaplin, les City Lights. Ouais. To Be or Not to Be. Ouais. Et Some Like It Hot. C'est les 3 films de base. Quand vous avez vu ça, finalement... C'est un peu comme quand vous avez vraiment étudié Bach. Ouais. On se demande qu'est-ce qu'ils ont foutu les autres après, quoi, franchement. Si, il y a quand même Mozart et Schubert, mais bon. Ouais, quand même. Mais la base. Alors justement, vous me faites la transition parfaite pour ma dernière question, parce que évidemment, on ne peut pas vivre sans musique. Je sais que vous non plus, vous dirigez des chorales. Surtout, je chante. Et vous chantez, c'est vrai, c'est vrai. Et quelle serait la... Alors bon, j'ai presque la réponse, mais quand même, je vous la pose. Quelle serait la musique ou la chanson qui serait la bande originale parfaite du film de votre vie? C'est vrai que c'est pas évident comme... c'est le clavecin bien tempéré de Bach. Ouais, voilà. Mais pas joué par n'importe qui. Parce que ils ont tendance là... Ça aussi, on est dans une société patriarcale. Les pianistes sont des tapeurs. Et je n'en peux plus de ça. Les pianistes sont des tapeurs. Ils tapent tout. Ils tapent les premiers temps. Ils tapent ceci, ils tapent cela. Les grands musiciens maintenant, c'est des femmes. C'est Maria João Pires.
c'est des chefs d'orchestre qui sont pas masculines. Ouais. Il y a maintenant, il faut qu'on remette dans la musique toute la valeur qu'ont les musiciens, parce que les musiciens sont bisexuels, ils ont les deux, comme Schubert par exemple. Ouais. Mais je dirais que la version du clavecin bien tempéré d'Edwin Fischer, je sais pas si vous la connaissez, qui n'existe qu'en 78 tours, et qui est une espèce de perfection pas seulement technique, mais d'humilité, d'humanité, puis surtout de mystère, quoi. Il y a un mystère tout le temps, il y a ça à pleurer de beauté, et pas les tapeurs de maintenant. Ok. Merci Colline Serrault, c'était un plaisir de vous avoir. Alors vous êtes Merci. sur scène actuellement et a priori vous reprenez, au moment où on fait ce podcast, vous êtes sur scène pour vous raconter votre vie, c'est Colline Serrault, et vous reprenez à la rentrée. Voilà. Trop ça c'est bien de l'annoncer parce que bah oui. Ça va reprendre, je pense, en septembre-octobre, les lundis ou quelque chose comme ça, au Théâtre Michel. Au Théâtre Michel, on viendra vous voir. Il y a encore le lundi 1er avril, qui est la dernière. Je ne sais pas si votre podcast sort avant. Non. Je sais pas, il sortira peut-être après, c'est pas gagné. C'est pour ça que j'annonce que ça reprend à la rentrée, au cas où. Voilà, allez voir Colline Serrault. Merci d'avoir été mon invité. C'était un vrai plaisir et un honneur. À bientôt pour un prochain numéro de Retour vers le début. Salut.